Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'un temps où nos ancêtres étaient si forts qu'ils auraient pu vous battre au bras de fer avec une seule main, tout en se demandant pourquoi vous êtes si fragile. Nous allons parler des Néandertaliens. Oubliez l'image de la brute épaisse et voûtée. La réalité, c'est que ces gars-là avaient des cerveaux plus gros que les nôtres et des muscles qui auraient fait pleurer un bodybuilder moderne. Ils étaient les vrais rois de l'âge de glace. Alors, avant de vous sentir inadéquat face à votre propre constitution physique, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Commentez aussi votre lieu et votre heure. J'adore voir ce mélange. Maintenant, tamisez les lumières et préparez-vous à rencontrer la famille la plus impressionnante et la plus tragique de l'histoire humaine. Pendant des centaines de milliers d'années, ils ont régné sur l'Europe, prospérant dans des paysages qui nous tueraient en quelques jours, chassant des bêtes massives avec rien d'autre que des épieux en bois et leur force brute. Ce n'était pas juste une autre espèce humaine, c'étaient de véritables monstres de la nature, les Néandertaliens. Vous pensez être fort? Vous n'avez rien sur eux. Le Néandertalien moyen pourrait vous écraser la main sans même essayer. Leurs os étaient plus épais, leurs muscles plus denses, leur puissance au-delà de tout ce que nous, humains modernes, pourrions comprendre. Et pendant des années, nous avons pensé qu'ils n'étaient que des hommes des cavernes primitifs, des brutes voûtées, qui ne pouvaient égaler notre intelligence ou notre adaptabilité. Mais cette histoire était fausse, complètement fausse. Des découvertes récentes ont complètement brisé tout ce que nous pensions savoir sur ces anciens humains. Non seulement ils nous étaient physiquement supérieurs dans presque tous les domaines, mais leur cerveau était plus gros que les nôtres. Ils ont fabriqué des outils complexes, contrôlé le feu, créé de l'art et ont survécu à des conditions extrêmes qui auraient décimé les populations humaines modernes. Ils ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient dans certains des environnements les plus rudes que la Terre ait jamais produits. Alors, qu'est-ce qui en a fait des spécimens physiques si extraordinaires? Et s'ils étaient si remarquables, pourquoi ne sont-ils plus là? Pourquoi ont-ils disparu alors que nous avons prospéré? Les réponses vont remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'évolution humaine. L'histoire des Néandertaliens commence il y a environ 400 000 ans, lorsqu'une population d'humains anciens s'est retrouvée isolée en Europe pendant une période glaciaire massive. Coupés des autres groupes humains en Afrique, ces Européens ont commencé à évoluer des traits distincts qui allaient les rendre parfaitement adaptés aux conditions brutales de l'Europe de l'âge de glace. Leurs corps sont devenus plus trapus et plus puissants, non pas parce qu'ils étaient primitifs, mais parce qu'ils devenaient des machines de survie spécialisées. Quand on regarde un squelette de Néandertalien, la première chose qui saute aux yeux est la robustesse pure de leurs os. Leurs os étaient significativement plus épais et plus denses que les nôtres. Un fémur de Néandertalien, c'est l'os de la cuisse, pourrait résister à des forces qui briseraient la jambe d'un humain moderne comme une brindille. Leurs bras et leurs jambes montrent des sites d'attache musculaire massifs, des zones où leurs muscles puissants se connectaient à l'os. Les scientifiques qui étudient ces points d'attache peuvent dire que les Néandertaliens avaient des biceps, des triceps et des muscles de l'avant-bras extrêmement puissants. Mais ce n'est pas seulement qu'ils étaient plus forts. Tout leur corps était construit différemment. Ils avaient des poitrines en forme de tonneau qui étaient beaucoup plus larges que les nôtres, surtout au bas de la cage thoracique. Leur bassin était plus large aussi, créant un centre de gravité plus bas qui les aurait rendus incroyablement stables et puissants. Quand vous regardez un crâne de Néandertalien, vous remarquez immédiatement l'arcade sourcilière massive au-dessus des yeux. Ce n'était pas juste pour le spectacle. Cette projection osseuse aidait à soutenir leur visage plus large et offrait une protection supplémentaire pour leurs yeux. Leur nez était significativement plus grand que les nôtres, avec des narines plus larges et un pont plus prononcé. Ce n'était pas un trait aléatoire. C'était une adaptation sophistiquée à la vie dans le froid. Un nez plus grand avec plus de surface interne leur permettait de réchauffer et d'humidifier l'air glacial avant qu'il n'atteigne leurs poumons.
Cela a empêché le type de dommages causés par le froid que les humains modernes subiraient dans des conditions similaires, sans aide technologique. Leur structure faciale comportait également des sinus plus grands, ce qui aidait davantage à réchauffer l'air inhalé. Ce n'étaient pas des caractéristiques primitives. C'étaient des adaptations avancées qui ont permis aux Néandertaliens de prospérer dans des environnements qui tueraient la plupart des humains modernes. Leur mâchoire était une autre merveille de l'évolution. Les Néandertaliens n'avaient pas de menton. Leur mâchoire se courbait simplement en arrière de leurs dents, sans la pointe saillante que nous avons. Mais ce qu'il manquait en menton, ils le compensaient en force de mâchoire. Leurs mandibules étaient plus épaisses et plus fortes que les nôtres, capables de générer une force de morsure énorme. Les schémas d'usure de leurs dents nous disent qu'ils utilisaient fréquemment leur bouche comme une troisième main, tenant des peaux d'animaux ou d'autres matériaux tout en travaillant dessus. Ces dents étaient différentes aussi. Leurs incisives, les dents de devant, étaient plus grandes et montraient des schémas d'usure distinctifs, différents de tout ce que l'on voit chez les humains modernes. Certains chercheurs croient qu'ils utilisaient régulièrement leurs dents de devant pour saisir et tirer des peaux d'animaux lors de leur préparation. Quelque chose qu'aucun humain moderne ne serait capable de faire sans endommager rapidement ses dents. Toutes ces différences anatomiques aboutissent à une seule conclusion. Les Néandertaliens étaient des centrales électriques. Mais à quel point étaient-ils forts, exactement? Les scientifiques ont utilisé les sites d'attache musculaire sur les os de Néandertaliens pour estimer leur force par rapport aux humains modernes. Et les résultats sont stupéfiants. Le Néandertalien moyen avait probablement une force du haut du corps au moins 1,5 fois supérieure à celle d'un homme moderne typique. Certaines estimations suggèrent que la force de leurs bras aurait pu être le double de celle même des athlètes modernes entraînés. Leur force de préhension aurait été hors norme selon nos standards. Un homme moderne a généralement une force de préhension d'environ 80 à 120 livres de pression. Le Néandertalien moyen, probablement bien plus de 200 livres de force de écrasement dans chaque main. Ils auraient pu facilement écraser des objets qui nécessitaient pour les humains modernes l'utilisation d'outils. Cette puissance physique extraordinaire n'était pas seulement pour le spectacle. Elle était essentielle à leur stratégie de survie. Contrairement aux groupes humains ultérieurs qui ont développé des armes de projectiles spécialisées pouvant tuer à distance, les Néandertaliens étaient des chasseurs en combat rapproché. Ils ont fabriqué de lourds épieux conçus non pas pour être lancés, mais pour être enfoncés directement dans de grandes proies dangereuses à bout portant. Pensez-y un instant. Les Néandertaliens chassaient des animaux comme des rhinocéros laineux, des ours des cavernes et des mammouths, des bêtes massives qui pouvaient facilement tuer un humain. Et ils le faisaient de près et personnellement. Ce n'était pas parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir de meilleures méthodes de chasse. C'était une stratégie délibérée qui jouait sur leur force physique et était parfaitement adaptée aux environnements où ils vivaient. Les preuves physiques de cette stratégie de chasse à haut risque sont écrites dans leurs os. Les squelettes de Néandertaliens montrent des schémas de blessures qui ont été comparés à ceux observés chez les cavaliers de rodéo modernes. Ils ont des fractures guéries, réparties sur tout le corps, en particulier à la tête, au cou et au haut du corps. Exactement le schéma auquel on s'attendrait lors de rencontres rapprochées avec de grands animaux dangereux. Une étude a révélé qu'environ 81% des adultes néandertaliens montraient des signes d'au moins une blessure guérie significative. L'exemple le plus célèbre est le vieil homme de la Chapelle aux Saints, un néandertalien qui a vécu jusqu'à environ 40 ans, un âge avancé selon les normes du Paléolithique. Son squelette montre de multiples blessures guéries, notamment des côtes cassées, un orteil écrasé, des lésions au genou et des abcès dentaires. Malgré ces blessures, il a survécu pendant des années, ce qui suggère que sa communauté s'est occupée de lui pendant sa convalescence. Ce n'était pas un monde doux dans lequel ils vivaient, et leur corps montre qu'ils ont affronté 7 duretés de front. Leur force et leur stratégie de chasse n'étaient qu'une partie de ce qui rendait les Néandertaliens exceptionnels. Leur corps était également parfaitement adapté pour survivre au froid extrême d'une manière qui allait bien au-delà du simple fait d'avoir de plus grands nez. Toute la proportion de leur corps était différente de la nôtre.
de manière à maximiser la rétention de chaleur. Les humains modernes ont évolué en Afrique et ont des proportions corporelles adaptées à la dissipation de la chaleur. De longs membres avec un rapport surface-volume élevé qui aide à libérer l'excès de chaleur. Les Néandertaliens ont évolué le type de corps opposé. Ils avaient des membres plus courts et des constructions plus trapues, réduisant la surface par laquelle ils pouvaient perdre de la chaleur. Cela leur a donné un physique similaire à celui des humains modernes, qui vivent dans des environnements extrêmement froids, comme les populations inuites traditionnelles, mais en encore plus prononcées. Cette adaptation au froid n'était pas seulement une question de confort, c'était une question de survie. Lorsque les températures plongeaient pendant les périodes glaciaires, les corps compacts et musclés des Néandertaliens auraient été significativement plus efficaces pour retenir la chaleur que les corps des humains modernes. Cela signifiait qu'ils pouvaient survivre avec moins d'assistance technologique, moins de couches de vêtements, moins de combustible nécessaire pour les feux et moins de nourriture nécessaire pour maintenir la température corporelle. En parlant de nourriture, les Néandertaliens en avaient besoin de beaucoup. Leurs muscles puissants, leur plus grand cerveau et les environnements froids qu'ils habitaient exigea tous un apport calorique énorme. Les scientifiques estiment que les Néandertaliens auraient eu besoin de 3500 à 5000 calories par jour, soit environ le double de ce qu'un humain moderne sédentaire consomme et comparable à ce que les athlètes olympiques mangent pendant l'entraînement. D'où venaient toutes ces calories? Principalement, elles venaient de la viande. L'analyse isotopique des os de Néandertaliens montre qu'ils étaient des carnivores de haut niveau, obtenant la plupart de leurs protéines de grands herbivores comme les cerfs, les bisons, les chevaux sauvages et même les rhinocéros laineux et les mammouths. Dans de nombreux endroits, ils semblent s'être spécialisés dans la chasse aux rennes pendant les migrations saisonnières, interceptant les troupeaux à des points stratégiques du paysage. Cela ne signifie pas qu'ils ne mangeaient jamais de plantes. Des études récentes sur le tartre dentaire de dents de Néandertaliens ont révélé des preuves de divers aliments végétaux, y compris des céréales, des tubercules et même des plantes médicinales. Mais le tableau général qui se dégage est celui d'un régime fortement dominé par la viande, en particulier dans les régions du Nord, pendant les périodes plus froides où les aliments végétaux auraient été rares. Ce régime riche en viande n'était pas seulement un choix, c'était une nécessité dictée par leur environnement et leur métabolisme. Le froid glacial de l'Europe glaciaire signifiait que les aliments végétaux étaient saisonniers et limités. Les produits animaux à haute énergie, non seulement la viande musculaire, mais aussi la graisse, la moelle et les abats, fournissaient les calories concentrées dont les Néandertaliens avaient besoin pour alimenter leur corps robuste pendant les hivers rigoureux. La façon dont ils se procuraient toute cette viande témoigne de leur capacité physique extraordinaire et de leur prouesse à la chasse. Les preuves archéologiques des sites néandertaliens montrent qu'ils étaient des chasseurs habiles et stratégiques qui pouvaient abattre les proies les plus grandes et les plus dangereuses de l'Europe de l'âge de glace. Sur des sites à travers l'Europe, les archéologues ont trouvé les restes dépecés de tout, des rennes et des chevaux sauvages aux rhinocéros laineux et même aux jeunes mammouths. La répartition des marques de coupe sur leur ossement montre que les Néandertaliens ne se contentaient pas de charogners. Ils décomposaient systématiquement des carcasses complètes, extrayant non seulement de la viande, mais aussi de la graisse, de la moelle et d'autres nutriments précieux. Dans certains endroits, comme le site de la côte de Sainte-Brelade à Jersey, une île de la Manche, des preuves suggèrent que les Néandertaliens se livraient à des abattages massifs de bisons, conduisant les troupeaux dans des pièges naturels où ils pouvaient être efficacement abattus. À la côte de Saint-Brelade à Jersey, une île de la Manche, les archéologues ont trouvé des preuves que les Néandertaliens ont pu conduire des troupeaux de mammouths du haut de falaise comme stratégie de chasse. Mais ce n'étaient pas de simples chasseurs opportunistes. Les preuves montrent qu'ils comprenaient le comportement animal et planifiaient leur chasse avec soin. Sur de nombreux sites, les restes montrent une concentration sur les animaux adultes dans la force de l'âge, les plus dangereux, mais aussi les plus nutritifs cibles. Cette stratégie de chasse sélective nécessitait non seulement de la puissance physique, mais aussi des connaissances et une planification sophistiquée. Leur technologie de chasse, bien que moins diversifiée que celle des humains ultérieurs,
étaient remarquablement efficaces pour leurs besoins. Des épieux en bois trouvés à Schöningen en Allemagne, datant d'environ 300 000 ans, montrent que ce n'étaient pas de simples bâtons grossiers, mais des armes soigneusement fabriquées. Les épieux étaient faits en bois d'épicéa avec le poids parfaitement équilibré vers l'avant, similaire aux javelots modernes. Les pointes étaient durcies par un carbonisage soigné, créant des armes qui pouvaient pénétrer les peaux épaisses des grands animaux. Le plus surprenant pour de nombreux chercheurs a été la découverte que les Néandertaliens utilisaient parfois des armes à distance. Sur le site de l'abri du Maras en France, une analyse microscopique de pointes en pierre a montré des dommages d'impact et des traces de matériaux de liaison qui suggèrent qu'elles étaient utilisées comme pointes de projectiles, possiblement pour des lances de jet. Bien que moins avancées que les arcs et les atlatals des humains ultérieurs, ces découvertes montrent que les Néandertaliens n'étaient pas limités au combat rapproché. Leur maîtrise de la technologie des adhésifs a peut-être été la plus impressionnante. Sur plusieurs sites à travers l'Europe, les chercheurs ont trouvé des preuves que les Néandertaliens ont créé des adhésifs complexes en utilisant du goudron d'écorce de bouleau, un processus qui nécessite un chauffage soigneusement contrôlé pour extraire la résine collante sans la brûler. Ils ont utilisé ces adhésifs pour attacher des pointes en pierre à des manches en bois, créant des outils composites plus efficaces. Le processus de création de goudron d'écorce de bouleau est si complexe que certains archéologues ont tenté de le recréer en utilisant uniquement les technologies disponibles pour les Néandertaliens avec un succès limité. Les exigences physiques du mode de vie néandertalien ont laissé leur marque sur leur squelette d'une autre manière. Asymétrie. Et des études sur les os des bras des Néandertaliens montrent qu'ils avaient généralement des bras droits significativement plus forts que les gauches. Un schéma cohérent avec l'exécution répétée de mouvements de poussée puissants de la main droite. Cela correspond parfaitement à ce que nous savons de leur technique de chasse et fournit une preuve supplémentaire que leur force extraordinaire n'était pas seulement génétique. Elle était développée par une vie d'activité physique intense. Nous ne devrions pas penser aux Néandertaliens comme de simples versions plus fortes de nous-mêmes. Toute leur physiologie était différente, adaptée pour répondre aux exigences de leur mode de vie et de leur environnement. La composition de leurs fibres musculaires différait probablement de la nôtre, avec une plus grande proportion de fibres à contraction rapide qui génèrent une puissance explosive plutôt que de l'endurance. Leur taux métabolique était plus élevé, leur système cardiovasculaire plus efficace pour fournir de l'oxygène pendant une activité intense, et leur corps meilleur pour conserver la chaleur dans des conditions glaciales. Ce n'étaient pas des traits primitifs, ils étaient des adaptations spécialisées qui ont rendu les Néandertaliens incroyablement performants dans leur niche écologique. Pendant plus de 300 000 ans, ils ont prospéré dans des environnements allant de la Méditerranée au bord de l'Arctique, survivant à de multiples cycles glaciaires et à des changements climatiques rapides qui auraient mis au défi même les humains modernes équipés de technologies. Mais leur prouesse physique n'était pas la seule chose remarquable chez eux. L'aspect peut-être le plus surprenant de la biologie néandertalienne est celui qui a forcé les scientifiques à reconsidérer complètement notre vision de ces anciens humains était leur cerveau. Pendant des décennies, le consensus scientifique a soutenu que les Néandertaliens étaient intellectuellement inférieurs aux humains modernes. Leur forme de crâne distinctive, avec sa forme allongée et son arcade sourcilière prononcée, était prise comme preuve de capacité cognitive primitive. Mais à mesure que des crânes de Néandertaliens plus complets ont été découverts et analysés, un fait surprenant a émergé. Leur cerveau était en fait plus grand que les nôtres. Le volume cérébral moyen d'un Néandertalien était d'environ 1600 cm3, contre environ 1400 cm3 pour les humains modernes. Certains spécimens de Néandertaliens avaient des cerveaux aussi grands que 1740 cm3, bien au-delà de la taille même des plus grands cerveaux humains modernes. La taille n'est pas tout quand il s'agit de cerveau, bien sûr. L'organisation interne compte aussi. Mais là encore, des études détaillées d'endocrânes de Néandertaliens. Des modèles du cerveau basés sur la forme interne du crâne ont révélé une sophistication surprenante. Bien que leur cerveau ait été organisé quelque peu différemment des nôtres, avec des zones relativement plus grandes
consacrés à la vision et au contrôle du corps, ils avaient toujours des lobes frontaux bien développés, les zones associées à la planification, à la prise de décision et à la cognition sociale. Les implications sont claires. Les Néandertaliens n'étaient pas cognitivement inférieurs aux humains modernes. Ils étaient simplement différents. Leur cerveau était adapté aux défis spécifiques de leur mode de vie et de leur environnement, avec des capacités améliorées dans des domaines comme la conscience spatiale, le traitement visuel et le contrôle moteur. Tous essentiels pour les chasseurs naviguant sur des terrains complexes et affrontant des proies dangereuses de près. Cette différence neurale s'étendait également à leurs capacités sensorielles. Des études de crâne de Néandertaliens suggèrent qu'ils avaient des orbites plus grandes que les humains modernes, indiquant potentiellement des yeux plus grands et des capacités visuelles améliorées, particulièrement en basse lumière. Cela aurait été un avantage significatif pour les chasseurs dans les forêts d'Europe, en particulier pendant les longs hivers où la lumière du jour était limitée. Leur odorat était probablement différent aussi. La structure de la cavité nasale des Néandertaliens suggère qu'ils ont pu avoir un odorat plus aigu que les humains modernes. Un autre avantage pour les chasseurs qui avaient besoin de suivre des proies est de détecter des dangers potentiels dans leur environnement. Même leur ouïe a pu être adaptée à leur mode de vie. Des études sur les osselets de l'oreille des Néandertaliens suggèrent qu'ils ont pu avoir des capacités auditives différentes de celles des humains modernes, potentiellement avec une sensibilité accrue à certaines gammes de fréquences qui auraient été utiles pour détecter des proies ou communiquer dans des environnements forestiers. Toutes ces adaptations sensorielles brossent un tableau, non pas de brutes primitives, mais d'humains hautement spécialisés dont toute la biologie était extraordinairement adaptée aux exigences de la vie. En tant que chasseurs de l'âge de glace dans les forêts et les steppes d'Europe, et les preuves de leur sophistication cognitive vont bien au-delà de la simple taille de leur cerveau. Les archives archéologiques montrent que les Néandertaliens se sont livrés à des comportements que l'on pensait autrefois être exclusifs aux humains modernes. Des comportements qui exigent de la pensée abstraite, de la planification et une transmission culturelle. Ils ont contrôlé le feu non seulement pour la chaleur, mais pour la cuisson, transformant des aliments coriaces, fibreux, en forme plus digeste et potentiellement débloquant plus de calories de leur alimentation. Ils ont fabriqué des outils complexes qui nécessitaient plusieurs étapes pour produire, y compris des outils composites qui combinaient différents matériaux. Ils ont soigné leurs blessés et leurs personnes âgées, comme le montrent de nombreux squelettes avec des blessures guéries qui auraient nécessité des soins à long terme pour survivre. Le plus surprenant pour de nombreux chercheurs, ils ont créé de l'art et des objets symboliques. Sur des sites à travers l'Europe, les archéologues ont trouvé des preuves d'expression artistique néandertalienne. Des pigments traités pour être utilisés comme colorants, des perles de coquillage apparemment utilisées comme ornements, et même des peintures rupestres qui précèdent l'arrivée des humains modernes en Europe. À la grotte de Bruniquel en France, les archéologues ont découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. Une structure circulaire faite de stalagmites brisés, située au plus profond de la grotte où aucune lumière naturelle ne pouvait atteindre. Datée de 176 000 ans, alors que seuls les Néandertaliens habitaient l'Europe, cette structure suggère qu'ils s'aventuraient profondément dans les grottes, contrôlant le feu pour l'illumination et créant des structures organisées à des fins que nous ne pouvons que deviner, peut-être rituelles, peut-être sociales. Ce ne sont pas les actions de simples brutes. Ce sont les comportements d'êtres complexes et intelligents, avec une vie sociale et des traditions culturelles riches, et ils nous forcent à reconsidérer complètement notre compréhension de qui étaient les Néandertaliens. Alors si les Néandertaliens étaient si puissants physiquement, si bien adaptés à leur environnement et si sophistiqués sur le plan cognitif, pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi nos ancêtres, avec leurs corps plus fragiles et des cerveaux de taille similaire, ont-ils survécu alors que les puissants Néandertaliens ont disparu? La réponse n'est pas simple, et les scientifiques débattent encore des causes exactes de l'extinction des Néandertaliens, mais plusieurs facteurs ont probablement contribué à leur disparition. Un facteur clé a été le changement climatique. Il y a environ 40 000 ans,
l'Europe a connu une série de fluctuations climatiques rapides et extrêmes, connues sous le nom d'événements de Heinrich. Ces coups de froid soudains auraient considérablement modifié les écosystèmes dont les Néandertaliens dépendaient, réduisant potentiellement les populations de leurs espèces de proies préférées et rendant leur régime riche en viande et en calories plus difficile à maintenir. Un autre facteur a été l'arrivée des humains modernes en Europe. À partir d'environ 45 000 ans, ces nouveaux venus ont apporté des technologies différentes, des stratégies de chasse différentes et possiblement des structures sociales différentes qui ont pu leur donner des avantages concurrentiels dans certains environnements. Il y a peu de preuves de violence directe entre les Néandertaliens et les humains modernes. Pas de fosses communes ou de squelettes avec des blessures d'armes qui suggéreraient une guerre ou un génocide. Mais la compétition pour les ressources, même pacifiques, aurait pu lentement pousser les populations néandertaliennes au déclin. La maladie a peut-être joué un rôle aussi. Les humains modernes migrant d'Afrique ont probablement transporté des agents pathogènes auxquels les Néandertaliens n'avaient jamais été exposés et contre lesquels ils n'avaient aucune immunité. Ces nouvelles maladies auraient pu dévaster les populations néandertaliennes déjà stressées par le changement climatique et la compétition. Peut-être le plus intrigant, nous savons maintenant que les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu. Des études génétiques de populations humaines modernes, en dehors de l'Afrique, révèlent que la plupart d'entre nous portent entre 1 et 4% d'ADN néandertalien dans nos génomes. Une preuve claire que nos ancêtres ne se sont pas seulement mesurés aux Néandertaliens, ils se sont métissés avec eux. Ce métissage suggère que plutôt que d'être entièrement remplacés, les Néandertaliens ont pu être partiellement absorbés par la population humaine moderne en expansion. Alors que leur nombre diminuait en raison du changement climatique et de la compétition, les Néandertaliens restants ont pu de plus en plus rejoindre des groupes humains modernes, leur lignée génétique distinctive se diluant progressivement, mais ne se perdant jamais complètement. L'histoire des Néandertaliens n'est donc pas simplement une histoire d'échec et d'extinction. C'est un conte complexe d'adaptation, de résilience et finalement de transformation. Leur puissance physique et leurs adaptations spécialisées les ont rendus extraordinairement performants pendant des centaines de milliers d'années, bien plus longtemps que notre espèce n'a existé. Et des éléments de leur biologie vivent en beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les Néandertaliens n'étaient pas des humains ratés ou des impasses évolutives. Ils étaient des êtres remarquables dont les capacités et les adaptations physiques leur ont permis de prospérer dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. Leur histoire nous rappelle qu'il existe de nombreuses façons d'être humain, de nombreuses voies que notre évolution aurait pu prendre. Comme nous l'avons vu, les Néandertaliens étaient de véritables monstres de la nature. Leurs os étaient plus solides, leurs muscles plus puissants, leur corps plus résistant au froid et aux blessures, que les nôtres ne pourraient jamais l'être. Ils étaient des machines de survie spécialisées, parfaitement adaptées aux exigences de l'Europe de l'âge de glace. Mais leur histoire est loin d'être complète. À mesure que de nouvelles découvertes sont faites et que de nouvelles techniques d'analyse sont développées, notre compréhension de ces humains remarquables continue d'évoluer. Et comme nous le verrons dans la prochaine partie de notre exploration, leur prouesse physique était égalée par des capacités cognitives et technologiques qui nous forcent à reconsidérer complètement qui ils étaient et comment ils ont vécu. Les preuves sont claires. Les Néandertaliens n'étaient pas des brutes primitives. Ils étaient des humains sophistiqués, puissants dont la biologie et la culture étaient parfaitement adaptées pour survivre et prospérer dans les environnements difficiles de l'Europe de l'âge de glace. Leur force physique extraordinaire n'était qu'un aspect d'une adaptation complexe et réussie qui leur a permis de dominer l'Europe pendant des centaines de milliers d'années. Dans la prochaine partie de notre exploration, nous plongerons plus profondément dans l'esprit néandertalien, leurs capacités cognitives, leurs innovations technologiques et les preuves de comportements sociaux et culturels complexes qui brossent un tableau bien différent des hommes des cavernes grognons, stéréotypés de l'imagination populaire. Et nous découvrirons qu'à bien des égards, ils n'étaient pas si différents de nous, après tout. Nous avons établi que les Néandertaliens étaient des centrales électriques physiques, plus forts, plus robustes et parfaitement adaptés
pour survivre dans des environnements glacials qui tueraient la plupart des humains modernes en quelques jours. Mais leur nature extraordinaire va bien au-delà de la simple force brute. Leur cerveau et leur capacité cognitive remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur ces anciens humains. Pendant des décennies, le récit scientifique a dépeint les Néandertaliens comme intellectuellement inférieurs aux humains modernes. Plus grands et plus forts, oui, mais manquant de la sophistication mentale qui aurait supposément permis à l'Homo sapiens de les surpasser. Cette histoire commode a positionné nos ancêtres comme les héritiers légitimes de la planète, destinés à remplacer leurs cousins plus primitifs par une intelligence supérieure. Mais des découvertes récentes ont complètement démoli ce mythe autosatisfaisant. Les Néandertaliens n'étaient pas de simples brutes musclées. Ils étaient des êtres sophistiqués avec de grands cerveaux, une technologie complexe et des structures sociales qui leur ont permis de prospérer pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements que nous pouvons à peine survivre avec toute notre technologie moderne. Commençons par le fait le plus surprenant. Les Néandertaliens avaient des cerveaux plus gros que nous. Le volume cérébral moyen d'un Néandertalien était d'environ 1600 cm3, contre environ 1400 cm3 pour les humains modernes. Certains spécimens de Néandertaliens avaient des cerveaux aussi grands que 1700 cm3, bien au-delà de la gamme même des plus grands cerveaux humains modernes. La taille n'est pas tout quand il s'agit de cerveau, bien sûr. L'organisation interne compte énormément. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des études détaillées d'endocrines de Néandertaliens, des modèles du cerveau basés sur la forme interne du crâne, révèlent que leur cerveau était organisé différemment des nôtres, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Les Néandertaliens avaient des cortex visuels proportionnellement plus grands, les parties du cerveau responsables du traitement des informations visuelles. Cette capacité de traitement visuel améliorée aurait été extrêmement avantageuse pour les chasseurs opérant dans les paysages variés de l'Europe de l'âge de glace, leur permettant de repérer des proies à de plus grandes distances et dans des conditions de faible luminosité que les humains modernes ne pouvaient gérer. Ils ont également consacré plus de ressources neurales au contrôle du corps et au traitement somatosensoriel, les parties du cerveau qui gouvernent le mouvement et la sensation physique. Cela a tout son sens étant donné leur mode de vie très physique et leur technique de chasse qui exigeait un contrôle précis de mouvements puissants. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque les chercheurs tiennent compte de ces différences d'organisation cérébrale, ils trouvent que les zones cognitives supérieures restantes du cerveau néandertalien étaient de taille comparable à celles des humains modernes. Leurs lobes frontaux, les parties du cerveau associées à la planification, à la prise de décision et à la cognition sociale, étaient bien développés, suggérant des capacités cognitives similaires aux nôtres. Mais les preuves les plus convaincantes de la sophistication cognitive des Néandertaliens ne viennent pas de leur anatomie cérébrale, mais de ce qu'ils ont réellement fait, des archives archéologiques de leur comportement et de leur technologie. Et ces preuves forcent les scientifiques à reconsidérer complètement qui étaient ces anciens humains. Considérer leurs réalisations technologiques. Pendant plus de 150 ans, l'industrie lithique moustérienne, la tradition de fabrication d'outils distinctifs associés aux Néandertaliens, a été considérée comme relativement simple et statique par rapport aux technologies en évolution rapide des premiers humains modernes. Mais un examen plus attentif révèle un niveau de sophistication qui exige le respect. Les Néandertaliens étaient des maîtres de ce qu'on appelle la technique Levallois, une méthode de production d'outils en pierre qui exige une planification minutieuse et une exécution précise. La technique consiste à préparer un nucléus de pierre d'une manière spécifique pour contrôler la forme et la taille des éclats résultants, créant des outils avec des formes prédéterminées, parfaitement adaptées pour des tâches spécifiques. Ce n'est pas de la simple frappe de pierre. Cela exige une pensée abstraite. La capacité de visualiser l'outil fini à l'intérieur de la pierre brute et un contrôle moteur précis pour exécuter les frappes nécessaires. Les archéologues expérimentaux modernes qui tentent de recréer ces outils ont souvent besoin d'années de pratique pour atteindre le niveau de compétence évident, même dans les outils néandertaliens moyens. Et leur prouesse technologique allait bien au-delà de la simple taille de la pierre.
Sur plusieurs sites à travers l'Europe, les archéologues ont trouvé des preuves que les Néandertaliens ont créé et utilisé des adhésifs complexes pour attacher des pointes en pierre à des manches en bois, créant des outils composites plus efficaces. L'adhésif le plus courant était le goudron d'écorce de bouleau, une substance qui nécessite un processus de production complexe en plusieurs étapes. Pour créer du goudron d'écorce de bouleau, les Néandertaliens devaient chauffer soigneusement de l'écorce de bouleau dans un environnement à faible teneur en oxygène à des températures contrôlées. Trop froid et le goudron ne se forme pas. Trop chaud et il brûle simplement. Ce processus nécessite non seulement un contrôle du feu, mais une compréhension de la pyrotechnologie que l'on pensait autrefois être exclusive aux humains modernes. La complexité de ce processus est si grande que les archéologues modernes ont eu du mal à le recréer en utilisant uniquement les technologies disponibles pour les Néandertaliens. Le fait que les Néandertaliens aient produit régulièrement ces adhésifs à travers l'Europe pendant des dizaines de milliers d'années en dit long sur leur capacité cognitive et leur savoir-faire technologique. Ils ne se contentaient pas de fabriquer des outils. Ils se livraient à des processus de fabrication complexes qui exigea de la planification, de la précision et des connaissances spécialisées. Ce n'est pas le comportement de simples brutes agissant par instinct. C'est le travail d'êtres intelligents avec de riches traditions culturelles et une expertise technique accumulée. Leur prouesse technologique s'étendait également aux fibres et au cordage. La découverte d'un fragment de corde à 3 brins à abri du Maras en France, mentionné précédemment, indique qu'ils comprenaient comment traiter les matières végétales pour en extraire des fibres utilisables, comment tordre ces fibres pour créer des brins plus solides et comment combiner ces brins pour créer une corde encore plus robuste. Cela peut sembler une technologie simple pour les modernes, mais elle représente une innovation fondamentale qui sous-tend d'innombrables autres technologies. Le cordage est le fondement des filets, des sacs, des pièges, des lignes de pêche et des composants d'outils complexes comme les arcs. C'est une technologie transformatrice qui étend considérablement ce que les humains peuvent accomplir. Et les Néandertaliens l'ont maîtrisé il y a des dizaines de milliers d'années. La preuve de la technologie des fibres soulève des questions intrigantes sur les autres technologies périssables que les Néandertaliens ont pu développer. Ont-ils créé de la vannerie, des nattes tissées, des filets pour la pêche ou le piégeage du petit gibier? Le fragment de cordage suggère ces possibilités, bien que les preuves directes soient rares en raison de la mauvaise conservation des matériaux organiques dans la plupart des contextes archéologiques. Nous savons qu'ils traitaient les peaux d'animaux pour créer ce qui était probablement des vêtements et des composants d'abri. Sur plusieurs sites néandertaliens, les archéologues ont trouvé des outils spécialisés utilisés pour gratter et assouplir les peaux, indiquant non seulement l'utilisation de peaux d'animaux à des fins pratiques, mais aussi une compréhension sophistiquée de la façon de transformer les peaux brutes en matériaux plus utiles. Les outils en os découverts à Abri-Péronie et Petch de Lazé en France, les lissoirs ou lisseurs utilisés pour travailler les peaux, représentent un autre niveau de raffinement technologique. Ce n'étaient pas de simples pierres ramassées et utilisées de manière opportuniste, mais des instruments soigneusement fabriqués et conçus pour des tâches spécifiques. Leur création nécessitait de sélectionner des os appropriés, de les façonner à la forme désirée, et de les polir pour créer la surface de travail lisse nécessaire pour traiter efficacement les peaux. Ce type de création d'outils spécialisés suggère non seulement des connaissances techniques, mais aussi des rôles spécialisés au sein des sociétés néandertaliennes, des individus qui ont développé des compétences particulières et se sont peut-être concentrés sur des tâches spécifiques. C'est un autre indicateur de la complexité sociale et de la division du travail au sein de leur communauté. La technologie du feu était une autre zone où les Néandertaliens ont fait preuve d'une sophistication remarquable. Ils n'utilisaient pas seulement des feux naturels déclenchés par la foudre. Ils créaient et contrôlaient le feu pour de multiples usages. Les foyers trouvés sur les sites néandertaliens montrent des preuves d'utilisation et d'entretien répétés, avec différentes zones apparemment désignées pour différentes activités liées au feu. Ils semblent avoir utilisé le feu non seulement pour la chaleur et la cuisson, mais pour durcir les outils en bois, traiter le goudron d'écorce de bouleau, et potentiellement pour des raisons rituelles ou sociales.
Les structures trouvées au plus profond de la grotte de Bruniquel n'auraient pu être créées qu'avec de la lumière artificielle, indiquant que les Néandertaliens étaient capables de transporter et d'entretenir le feu même dans des environnements difficiles. La maîtrise du feu représente une technologie transformatrice qui étend considérablement ce que les humains peuvent accomplir. Elle étend le jour habitable en fournissant de la lumière après le coucher du soleil, permet l'occupation d'environnements plus froids en fournissant de la chaleur, rend une plus large gamme d'aliments digestes par la cuisson et sert d'outil pour transformer des matériaux comme le bois et les adhésifs. Les Néandertaliens n'utilisaient pas seulement le feu, ils exploitaient tout son potentiel comme une technologie polyvalente. Leur réalisation technologique n'était pas limitée à la culture matérielle. Ils ont également développé des techniques de chasse et de pistage sophistiquées qui leur ont permis d'exploiter efficacement les environnements difficiles de l'Europe de l'âge de glace. Les preuves suggèrent qu'ils comprenaient les schémas de migration des animaux, reconnaissaient les changements saisonniers dans le comportement des proies et se positionnaient stratégiquement pour intercepter les proies à des points vulnérables du paysage. Ils semblent avoir employé des techniques de chasse en embuscade, des stratégies de chasse par rabattage et possiblement des méthodes de piégeage, chacune exigeant des compétences et des connaissances différentes. Ce n'était pas un comportement instinctif, mais une expertise acquise, accumulée et affinée au fil des générations et transmise par l'enseignement et l'observation. La variété des techniques de chasse employées par les Néandertaliens suggère qu'ils adaptaient leur stratégie à des espèces de proies et à des conditions environnementales spécifiques, non pas simplement en appliquant une approche unique. Ce type d'adaptation spécifique au contexte nécessite non seulement des connaissances, mais la capacité d'analyser des situations et d'appliquer des techniques appropriées, une preuve claire de capacité cognitive supérieure. Leur connaissance s'étendait au-delà de la chasse à une compréhension écologique plus large. L'analyse des restes de plantes des sites néandertaliens indique qu'ils ont exploité une large gamme de ressources végétales pour la nourriture, la médecine et les matériaux. Ils n'étaient pas seulement des mangeurs de viande, mais des cueilleurs avertis qui comprenaient quelles plantes étaient comestibles, lesquelles avaient des propriétés médicinales et lesquelles pouvaient être utilisées à des fins technologiques. Les preuves de la grotte d'El Cidrón en Espagne, où le tartre dentaire d'un néandertalien avec un abcès dentaire contenait des traces de plantes aux propriétés antibiotiques, suggèrent qu'il comprenait non seulement quelles plantes étaient comestibles, mais lesquelles pouvaient être utilisées pour traiter des affections spécifiques. Ce type de connaissance médicinale représente une autre tradition culturelle sophistiquée qui se serait construite sur des générations et transmise par l'apprentissage social. Tous ces systèmes technologiques et de connaissances, de la fabrication d'outils au contrôle du feu, des techniques de chasse aux pratiques médicinales, représentent des adaptations culturelles qui ont permis aux Néandertaliens de prospérer dans des environnements qui tueraient rapidement la plupart des humains modernes sans assistance technologique. Ils ne survivaient pas seulement par des adaptations physiques, mais par la sagesse accumulée d'innombrables générations, préservée et transmise par l'apprentissage social. Cela nous amène à l'aspect peut-être le plus fascinant de la vie néandertalienne, leur capacité apparente à la pensée et à l'expression symbolique. Pendant des décennies, le consensus scientifique a soutenu que le comportement symbolique, art, rituel, ornement et autres expressions non utilitaires, a émergé soudainement avec les humains modernes et a représenté un saut cognitif qui nous a séparés de tous les autres hominidés. Mais les preuves des sites néandertaliens remettent en question ce récit. Les coquillages perforés et tachés de pigments de la Cueva de los Aviones en Espagne, datant de plus de 115 000 ans, suggèrent que les Néandertaliens créaient et portaient des ornements bien avant l'arrivée des humains modernes en Europe. Ce n'étaient pas des outils pratiques, mais des objets de décoration personnelle, des objets qui avaient probablement une signification symbolique dans les contextes sociaux néandertaliens. Les peintures à l'ocre rouge dans les grottes espagnoles, le symbole en forme d'échelle à la Pasiega, les pochoirs de main à Maltravieso, le motif géométrique à Ardal daté de plus de 64 000 ans,
suggèrent que les Néandertaliens créaient des symboles visuels des millénaires avant que les humains modernes n'atteignent ces régions. Si ces dates sont exactes, elles fournissent des preuves convaincantes que l'expression symbolique n'était pas propre à l'Homo sapiens, mais était dans les capacités cognitives des Néandertaliens également. La structure circulaire au plus profond de la grotte de Bruniquel, créée il y a 176 000 ans, représente peut-être la preuve la plus énigmatique de comportement symbolique. Cet arrangement de stalagmites brisés, situé loin de l'entrée de la grotte dans l'obscurité totale, ne montre aucune preuve d'utilisation pratique. Il semble avoir été créé à des fins qui transcendaient l'utilité immédiate, peut-être rituelle, peut-être sociale, mais clairement symbolique dans sa nature. Ce ne sont pas des découvertes isolées, mais une partie d'un ensemble croissant de preuves suggérant que les Néandertaliens possédaient ce qu'on pourrait appeler un esprit symbolique. La capacité d'assigner une signification à des objets et à des actions au-delà de leur valeur pratique immédiate. Cette capacité sous-tend non seulement l'art et les ornements, mais potentiellement le langage, le rituel et d'autres comportements sociaux complexes que nous considérons comme typiquement humains. La question de savoir si les Néandertaliens avaient un langage reste l'un des aspects les plus intrigants et les plus difficiles de la recherche sur ces anciens humains. Les preuves directes sont rares. Le langage ne laisse pas de fossiles, mais de multiples lignes de preuves indirectes suggèrent qu'ils possédaient probablement des systèmes de communication complexes. L'anatomie du tractus vocal des Néandertaliens, reconstituée à partir de restes fossiles, indique qu'ils étaient physiquement capables de produire une gamme de sons similaire à la parole humaine moderne. L'os hyoïde, un petit os de la gorge qui soutient la langue et est crucial pour la production de la parole, d'un Néandertalien de la grotte de Kebara en Israël, est pratiquement identique à celui des humains modernes. Les preuves génétiques sont également suggestives. Les Néandertaliens possédaient le gène FOXP2, souvent appelé le gène du langage, car des mutations dans ce gène causent de graves troubles de la parole et du langage chez les humains modernes. La version néandertalienne de ce gène était très similaire à la nôtre, suggérant qu'ils ont pu avoir des capacités linguistiques similaires. Mais les preuves les plus convaincantes viennent peut-être de la complexité de leurs comportements sociaux et de leur technologie. La coordination requise pour la chasse coopérative, l'enseignement nécessaire pour transmettre des connaissances technologiques complexes, comme la production de goudron d'écorce de bouleau, la division apparente du travail au sein des groupes sociaux. Tous ces comportements seraient extrêmement difficiles à accomplir sans système de communication complexe. Le langage n'est pas seulement une question de capacité physique à produire des sons. C'est une question de capacité cognitive à utiliser des symboles pour représenter des concepts et à combiner ces symboles selon des règles cohérentes. L'épreuve de la pensée symbolique dans d'autres domaines, art, ornement, possiblement rituel, suggère que les Néandertaliens possédaient les fondements cognitifs pour l'utilisation du langage. S'ils avaient un langage, à quoi aurait-il pu ressembler? Nous ne pouvons que spéculer. Mais étant donné leur environnement et leur mode de vie, le langage néandertalien aurait pu être riche en terminologie liée à la chasse, au comportement animal, aux schémas météorologiques et aux caractéristiques du paysage. Il aurait pu inclure des moyens sophistiqués de communiquer sur des événements passés et des plans futurs essentiels pour coordonner les stratégies de chasse et les déplacements saisonniers. Il inclut probablement un langage social, des moyens d'exprimer les relations, les émotions et l'identité du groupe. Cela nous amène à un autre aspect fascinant de la vie néandertalienne, leur monde émotionnel et spirituel. Les preuves d'enterrement intentionnel des morts discutées précédemment suggèrent qu'ils avaient des concepts sur la mort et peut-être des croyances sur une vie après la mort. Le soin des individus blessés indique des liens sociaux forts et de l'empathie. Les structures rituelles possibles comme celle de la grotte de Bruniquel suggèrent qu'ils ont pu avoir des concepts spirituels ou religieux. Ce ne sont pas les comportements d'êtres simplistes soucieux uniquement des besoins de survie immédiats. Ils suggèrent que les Néandertaliens avaient une vie intérieure riche, qu'ils pensaient à des concepts abstraits, formaient des attachements émotionnels profonds
et peut-être contempler des questions sur l'existence et le sens d'une manière pas si différente de la nôtre. Des recherches génétiques récentes ont fourni des indices intrigants sur la psychologie néandertalienne. Des études sur l'ADN néandertalien suggèrent qu'ils ont pu avoir une plus grande tendance à la dépression et aux troubles de l'humeur par rapport aux humains modernes, potentiellement une adaptation aux longs, sombres hivers du nord de l'Europe, où la conservation de l'énergie par une activité réduite pendant la saison la plus rude aurait pu être avantageuse. D'autres preuves génétiques suggèrent des différences potentielles dans le comportement social. Les Néandertaliens semblent avoir eu des groupes sociaux plus petits et plus soudés que les premiers humains modernes. Cette structure sociale a pu être une adaptation aux environnements qu'ils habitaient, où les ressources étaient souvent rares et largement dispersées, rendant la vie en grands groupes impraticable. Ces groupes sociaux plus petits et plus intimes ont pu favoriser des liens intenses entre les individus, mais potentiellement limiter l'échelle de la coopération et du partage d'informations par rapport aux réseaux plus larges entretenus par les premiers humains modernes. Cette différence de structure sociale, et non un déficit de capacité cognitive individuelle, peut aider à expliquer certaines des différences de développement culturel entre les deux espèces. L'image qui se dégage de toutes ces preuves est celle de Néandertaliens comme des êtres sophistiqués avec des vies sociales complexes, de riches traditions culturelles et des capacités cognitives pas fondamentalement différentes des nôtres. Ils n'étaient pas des versions inférieures de nous, mais une expression différente de l'humanité, adaptée à des environnements et des circonstances différents, mais non moins intelligentes ou capables. Leurs adaptations physiques, les corps puissants, la physiologie adaptée au froid, les systèmes visuels améliorés étaient égalés par des adaptations culturelles tout aussi impressionnantes. Ils ont développé des technologies parfaitement adaptées à leurs besoins, ont accumulé des connaissances sur leurs environnements qui leur ont permis d'exploiter les ressources efficacement et ont créé des structures sociales qui ont soutenu leur mode de vie dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. Pendant des centaines de milliers d'années, bien plus longtemps que notre espèce n'a existé, ils ont prospéré à travers l'Europe et certaines parties de l'Asie. Ils ont résisté à de multiples cycles glaciaires, ont survécu à des changements climatiques spectaculaires et ont développé des traditions culturelles qui ont été transmises par d'innombrables générations. Leur succès n'était pas accidentel ou temporaire dot, il était le résultat d'adaptations sophistiquées, à la fois biologiques et culturelles. Alors pourquoi ont-ils disparu alors que nos ancêtres ont prospéré? Comme nous l'avons vu, la réponse implique probablement de multiples facteurs. Le changement climatique, la compétition avec les populations humaines modernes en expansion, potentiellement la maladie, et des défis démographiques liés à leur structure de population petite et isolée. Mais leur disparition n'invalide pas leur réalisation, ni ne diminue leur importance dans l'histoire de l'évolution humaine. Les Néandertaliens n'étaient pas des humains ratés ou des impasses évolutives. Ils étaient des êtres remarquablement performants qui ont dominé l'Europe de l'âge de glace pendant des centaines de millénaires et dont l'héritage génétique perdure en beaucoup d'entre nous. Au jour, quote UI, dote la leçon. Peut-être la plus importante de notre compréhension croissante des Néandertaliens est qu'il existe de nombreuses façons d'être humain, de nombreuses voies que notre évolution aurait pu prendre. Les Néandertaliens représentent une expression alternative de l'humanité, différents de nous à des égards importants, mais tout aussi valables, tout aussi sophistiqués et tout aussi dignes de notre respect et de notre admiration dot. Ils n'étaient pas seulement des monstres de la nature en termes de leur force physique. Ils étaient des êtres extraordinaires dans tous les sens du terme. Physiquement, cognitivement, technologiquement et culturellement. Leur histoire n'est pas une note de bas de page dans l'évolution humaine, mais un récit parallèle d'une manière différente, mais tout aussi valable d'être humain dot. Et comme nous l'explorerons dans la prochaine partie de notre voyage, la relation entre les Néandertaliens et nos ancêtres directs, les premiers humains modernes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans, est bien plus complexe et intrigante que le simple récit de remplacement qui a dominé la pensée scientifique pendant des décennies. Les preuves suggèrent non seulement une compétition, mais une interaction, un mélange et potentiellement un échange culturel
Un chapitre fascinant de l'histoire humaine qui continue de se dérouler à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Ce qui est clair est que les Néandertaliens n'étaient pas seulement forts. Ils étaient sophistiqués. Ils n'étaient pas seulement des survivants. Ils étaient des innovateurs. Et ils n'étaient pas des humains ratés. Ils étaient des êtres performants, intelligents qui ont prospéré dans des environnements que nous pouvons à peine survivre aujourd'hui. Leur histoire mérite d'être racontée, non pas comme une note de bas de page dans l'évolution humaine, mais comme un chapitre remarquable à part entière. Le conte d'un autre type d'humain qui a parcouru la Terre aux côtés de nos ancêtres et dont l'héritage perdure dans nos gènes et dans notre appréciation croissante de la diversité de l'expérience humaine. Nous avons voyagé au plus profond du monde des Néandertaliens, explorant leurs extraordinaires capacités physiques, leurs esprits sophistiqués et les adaptations culturelles complexes qui leur ont permis de prospérer dans les environnements les plus rudes de l'Europe de l'âge de glace. Mais leur histoire devient encore plus fascinante lorsque nous examinons leurs interactions avec nos ancêtres directs, les humains anatomiquement modernes qui ont commencé à migrer d'Afrique il y a environ 70 000 ans et ont finalement atteint l'Europe il y a environ 45 000 ans. Le récit traditionnel de cette rencontre était simple et dramatique. Des humains modernes supérieurs, armés d'une technologie plus avancée et d'une plus grande intelligence, ont rapidement remplacé les Néandertaliens primitifs par la compétition pour les ressources, ou même par un conflit direct. C'était une histoire convaincante qui a positionné nos ancêtres comme les vainqueurs inévitables d'un concours évolutif. Mais comme tant de récits simples sur des processus historiques complexes, il était fondamentalement faux. L'histoire réelle, révélée par des décennies de recherches archéologiques et récemment transformée par des découvertes génétiques, est bien plus nuancée et intrigante. Il ne s'agit pas d'êtres supérieurs remplaçant des êtres inférieurs, mais de deux espèces humaines hautement adaptées, chacune avec ses propres forces et ses adaptations spécialisées, se rencontrant après des centaines de milliers d'années d'évolution séparées. Pour comprendre cette rencontre, nous devons d'abord comprendre qui étaient ces premiers humains modernes. Nos ancêtres directs qui avaient évolué en Afrique tandis que les Néandertaliens s'adaptaient aux conditions difficiles de l'Europe de l'âge de glace. Les humains anatomiquement modernes, Homo sapiens, ont émergé en Afrique il y a environ 300 000 ans. Tandis que les Néandertaliens développaient des corps plus trapus et plus puissants adaptés aux environnements froids, nos ancêtres évoluaient dans les environnements variés de Afrique, des savanes aux forêts, des hauts plateaux aux régions côtières. Ce contexte écologique diversifié peut aider à expliquer certaines des différences entre les deux espèces. Les humains modernes ont développé des corps plus graciles, plus grands, plus légers, avec des membres plus longs et moins de masse musculaire que les Néandertaliens. Ces proportions étaient mieux adaptées à la dissipation de la chaleur dans les climats chauds et ont pu fournir une plus grande endurance au détriment de la puissance brute. Là où les Néandertaliens étaient des spécialistes du sprint, les humains modernes étaient des coureurs de marathon, capables de chasse à l'épuisement qui impliquait de suivre des proies sur de longues distances jusqu'à ce que les animaux s'effondrent de fatigue. Leur technologie reflétait ces différences. Là où les Néandertaliens excellaient dans la création de lourds épieux pour la chasse rapprochée, les premiers humains modernes ont développé des armes de projectiles, des lances légères qui pouvaient être lancées à distance, et éventuellement des atlatels, des propulseurs qui ont encore étendu leur portée, de lancer. Ces technologies ont minimisé le risque de blessures par des proies dangereuses et correspondaient au physique plus gracile et axé sur l'endurance des humains modernes. Il y a environ 70 000 ans, des groupes d'humains modernes ont commencé à s'étendre au-delà de l'Afrique, se déplaçant d'abord au Moyen-Orient et puis se propageant progressivement à travers l'Asie, atteignant l'Australie. Il y a environ 65 000 ans, leur expansion n'a pas été une seule migration coordonnée, mais une série de mouvements de différents groupes sur des milliers d'années. Lorsqu'ils ont atteint l'Europe il y a environ 45 000 ans, ils ont rencontré des paysages et des conditions très différents de leur patrie africaine. L'Europe était sous l'emprise du dernier âge de glace, avec des environnements allant des steppes froides du nord aux forêts méditerranéennes du sud.
Et habitant ces paysages difficiles se trouvaient les Néandertaliens, des humains dont les corps et les cultures s'étaient adaptés à ces conditions depuis des centaines de milliers d'années. Que s'est-il passé lorsque ces deux espèces humaines se sont rencontrées? Pendant des décennies, les archives archéologiques ont semblé raconter une histoire simple. Les humains modernes sont apparus en Europe, et en quelques milliers d'années, les Néandertaliens ont disparu. Cette corrélation apparente a conduit de nombreux chercheurs à conclure que les humains modernes avaient simplement surpassé les Néandertaliens, peut-être en raison d'une technologie supérieure, d'une plus grande intelligence ou de stratégies de subsistance plus efficaces. Mais des découvertes récentes ont révélé une image beaucoup plus complexe. La première bombe est tombée en 2010, lorsque des chercheurs en génétique ont annoncé qu'ils avaient séquencé le génome néandertalien et fait une découverte surprenante. La plupart des personnes d'ascendance eurasienne portent entre 1 et 4% d'ADN néandertalien dans leur génome. C'était une preuve claire que nos ancêtres ne se sont pas seulement mesurés aux Néandertaliens, ils se sont métissés avec eux. Des études génétiques ultérieures ont affiné notre compréhension de ce métissage. Il semble s'être produit à plusieurs reprises entre 45 000 et 55 000 ans, principalement au Moyen-Orient, mais potentiellement en Europe également. Le schéma de l'ADN néandertalien dans les génomes humains modernes suggère que le métissage n'était pas de simples événements rares et isolés, mais s'est produit avec une fréquence suffisante pour laisser un héritage génétique durable. Cette découverte a fondamentalement changé notre compréhension de la relation entre les humains modernes et les Néandertaliens. Il ne s'agit pas d'un simple sas d'une espèce en remplaçant une autre, mais d'un processus complexe impliquant à la fois la compétition et le mélange. Les Néandertaliens ne se sont pas simplement éteints. À bien des égards, des aspects d'eux vivent en beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les preuves génétiques ont également révélé quelque chose de fascinant sur la nature de ce métissage. Certains types d'ADN néandertaliens ont été conservés dans le génome humain moderne, tandis que d'autres ont été sélectivement éliminés au fil des générations. Cela suggère que certaines variantes génétiques néandertaliennes ont fourni des avantages aux humains modernes s'adaptant aux environnements eurasiens, tandis que d'autres étaient neutres ou préjudiciables. Parmi les gènes néandertaliens bénéfiques que de nombreux humains modernes portent encore, on trouve des variantes liées aux caractéristiques de la peau et des cheveux qui ont pu aider nos ancêtres à s'adapter aux latitudes nordiques. Avec moins de soleil, les Néandertaliens avaient vécu dans ces environnements pendant des centaines de milliers d'années avant l'arrivée des humains modernes, et ils avaient développé des adaptations génétiques pour faire face à la réduction de l'exposition aux UV, des adaptations qui se sont avérées bénéfiques pour les humains modernes, s'installant dans des environnements similaires. D'autres gènes néandertaliens conservés sont impliqués dans le métabolisme des graisses et ont pu aider les humains modernes à s'adapter au climat plus froid, où un stockage et une utilisation efficace de l'énergie étaient essentiels à la survie des quotes. Autres encore affectent la fonction immunitaire, offrant potentiellement une résistance aux agents pathogènes répandus en Eurasie, mais pas en Afrique, donnant aux humains modernes un avantage de survie alors qu'ils se sont étendus dans de nouveaux territoires. La distribution de l'ADN néandertalien dans les populations modernes raconte une histoire intrigante sur les migrations et les interactions humaines. Les personnes d'ascendance est-asiatique portent généralement un peu plus d'ADN néandertalien que les Européens, suggérant de multiples épisodes de métissage alors que les humains modernes se sont répandus à travers Eurasie, les populations indigènes d'Afrique subsaharienne, dont les ancêtres n'ont pas migré à travers l'Eurasie, ont peu ou pas d'ADN néandertalien. Un schéma qui correspond parfaitement à ce que l'on attendrait si le métissage s'est produit principalement après que les humains modernes aient quitté l'Afrique. Certaines variantes génétiques néandertaliennes semblent influencer des traits qui vont bien au-delà de simples adaptations physiques. Certains gènes néandertaliens ont été liés à des aspects de la fonction neurologique, de la réponse immunitaire et même de la régulation de l'humeur. Un exemple fascinant est une variante néandertalienne qui affecte le risque de dépression, représentant potentiellement une adaptation aux longs et sombres hivers du nord de l'Europe, où la réduction de l'activité pendant la saison la plus rude aurait pu être avantageuse. Autres variantes néandertaliennes ont été associées à des conditions comme la maladie de Crohn, le diabète de type 2
et même la susceptibilité à certaines infections virales, y compris, de manière intrigante, le Covid-19 sévère. La relation entre ces variantes génétiques et le risque de maladie est complexe. Ce qui a pu être adaptatif dans l'environnement du Paléolithique peut avoir des effets différents dans notre monde moderne, avec son régime alimentaire, son mode de vie et son exposition aux maladies radicalement différents. Le schéma des gènes néandertaliens qui n'ont pas été conservés dans le génome humain moderne est tout aussi révélateur. Il y a une rareté notable de l'ADN néandertalien sur le chromosome X et dans les gènes liés à la fertilité masculine, suggérant que les hybrides mâles ont pu avoir une fertilité réduite, un schéma courant dans l'hybridation entre des espèces étroitement apparentées. Cette fertilité masculine réduite peut aider à expliquer pourquoi le pourcentage global d'ADN néandertalien chez les humains modernes reste relativement faible malgré les preuves de multiples événements de métissage. Il semble également y avoir eu une sélection contre les variantes néandertaliennes de certains gènes impliqués dans le développement du cerveau. Les implications de ce schéma restent incertaines. Il pourrait refléter des incompatibilités entre le développement neuronal des néandertaliens et des humains modernes, ou il pourrait simplement être le résultat de processus évolutifs aléatoires sans rapport avec la fonction cognitive DOT. Ce qui est clair, c'est que nous sommes, à bien des égards, en partie néandertaliens. Leur héritage génétique perdure dans la plupart des populations non africaines, influençant divers aspects de notre biologie d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Cette connexion biologique avec ces anciens parents nous force à reconsidérer le récit traditionnel des origines humaines et la relation entre les différentes espèces humaines, DOT. Mais l'héritage des Néandertaliens s'étend bien au-delà des seuls gènes qu'ils ont contribué à notre ADN. Leur existence même et notre compréhension croissante de leur nature sophistiquée ont fondamentalement changé la façon dont nous pensons à l'évolution humaine et à la diversité. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'évolution humaine a été dépeinte comme une progression linéaire d'ancêtres simiesques primitifs à des formes de plus en plus avancées, culminant avec l'Homo sapiens, comme le summum du processus DOT, les Néandertaliens étaient positionnés comme une branche latérale, une impasse évolutive qui n'a pas pu rivaliser avec notre espèce supposément supérieure. Cette vision linéaire et progressive de l'évolution humaine reflétait les préjugés culturels de l'époque plus que les preuves réelles. Elle a positionné les humains modernes, en particulier les Européens qui faisaient la plupart des recherches, comme les vainqueurs inévitables d'un concours évolutif, justifiant leur domination mondiale comme le résultat naturel de capacités supérieures. La compréhension révisée des Néandertaliens qui a émergé au cours des dernières décennies sape complètement ce récit auto-satisfaisant. Les Néandertaliens n'étaient pas primitifs ou moins évolués. Ils étaient des humains hautement adaptés, dont les caractéristiques physiques et culturelles reflétaient des centaines de milliers d'années d'évolution réussie dans des environnements spécifiques. Ils n'étaient pas une impasse évolutive, mais une branche remarquablement performante de l'humanité qui a prospéré bien plus longtemps que notre espèce n'a existé. Cette perspective s'aligne sur ce que nous savons maintenant de l'évolution, humaine plus largement. Plutôt qu'une marche linéaire du progrès, les preuves révèlent un buisson complexe, avec de multiples branches se développant en parallèle, chacune représentant des adaptations réussies à des circonstances particulières. Les humains modernes ne sont pas l'aboutissement de ce processus, mais simplement la dernière brindille survivante d'un arbre généalogique humain, autrefois beaucoup plus diversifié. 7. Compréhension révisée a des implications profondes sur la façon dont nous pensons à l'identité humaine et à l'unicité. Si une autre espèce humaine a existé aux côtés de la nôtre jusqu'à une époque relativement récente, une espèce avec des capacités cognitives comparables, des traditions culturelles complexes et la capacité de se métisser avec nous, qu'est-ce que cela dit de notre place dans la nature? Ce qui nous rend humains n'est peut-être pas propre à l'Homo sapiens, mais partagé entre plusieurs espèces du genre Homo. L'histoire des Néandertaliens remet également en question nos hypothèses sur le progrès et l'adaptation. Leur disparition n'a pas été due au fait qu'ils étaient en quelque sorte moins avancés ou capables que les humains modernes. Ce fut le résultat d'une interaction complexe de facteurs, y compris le changement climatique, les défis démographiques
et les circonstances historiques spécifiques de leur rencontre avec nos ancêtres. Si les circonstances avaient été différentes, si le climat avait été plus stable, si les humains modernes étaient arrivés en Europe à un moment différent, si les populations néandertaliennes avaient été plus grandes ou plus connectées, le résultat aurait pu être différent. Nous pourrions aujourd'hui vivre dans un monde où les Néandertaliens existaient encore en tant que population distincte, où l'hybridation aurait progressé davantage, créant un mélange génétique plus équilibré des deux espèces. Ces scénarios contrefactuels ne sont pas de simples spéculations oisives. Ils soulignent la nature contingente de l'histoire de l'évolution. La domination actuelle de notre espèce sur la planète n'est pas le résultat inévitable d'une supériorité inhérente, mais le résultat d'un processus historique complexe, impliquant à la fois le hasard et l'adaptation. Les Néandertaliens nous rappellent que l'évolution n'a pas de direction ou de but prédéterminé. Elle produit de la diversité, pas un progrès vers une forme idéale. 7. Compréhension révisée de l'évolution humaine a des implications pratiques sur la façon dont nous abordons la conservation et la biodiversité aujourd'hui. Si la diversité humaine incluait autrefois plusieurs espèces avec des adaptations et des capacités différentes, la perte de cette diversité représente un rétrécissement significatif des possibilités évolutives. Notre espèce est maintenant seule, en tant que seul membre survivant de notre genre, ayant perdu les perspectives et les adaptations alternatives que d'autres espèces humaines représentaient. Cette diversité diminuée nous rend plus vulnérables en tant qu'espèce. Si tous les humains partagent les mêmes adaptations et vulnérabilités fondamentales, nous sommes plus susceptibles aux menaces catastrophiques qui exploitent ces caractéristiques communes. L'existence de plusieurs espèces humaines, chacune avec des forces et des adaptations différentes, fournirait une plus grande résilience contre de telles menaces, qu'il s'agisse de maladies, de changements climatiques ou d'autres défis. L'histoire des Néandertaliens offre un rappel sobre de la rapidité avec laquelle une espèce performante et bien établie peut disparaître lorsque les circonstances changent. Pendant des centaines de milliers d'années, les Néandertaliens ont été l'espèce humaine dominante en Europe. Leur corps robuste et leur culture sophistiquée étaient parfaitement adaptés aux conditions de l'âge de glace, dot pourtant commun en quelques milliers d'années après l'arrivée des humains modernes sur leur territoire. Un clin d'œil dans le temps évolutif, ils avaient disparu en tant que population distincte. Leur sort soulève des questions inconfortables sur l'avenir de notre propre espèce. Comme les Néandertaliens, nous avons développé des adaptations hautement spécialisées à des conditions environnementales et sociales particulières. Notre technologie, nos structures sociales et nos modes de vie dépendent d'un climat relativement stable et d'une disponibilité prévisible des ressources. Alors que nous sommes confrontés à un changement climatique accéléré, à une dégradation de l'environnement et à d'autres défis sans précédent, la disparition rapide des Néandertaliens sert d'avertissement sur la fragilité potentielle, même des espèces établies et performantes de longue date. Mais l'histoire des Néandertaliens n'est pas seulement une mise en garde. C'est aussi une source d'espoir et de possibilités élargies. Les preuves de métissage entre les Néandertaliens et les humains modernes remettent en question les notions simplistes de frontières entre les espèces et suggèrent une vision plus fluide et interconnectée de la vie et de l'évolution. Cela nous rappelle que les différences n'excluent pas nécessairement une interaction significative, un échange génétique et un partage potentiellement culturel. Cette perspective est pertinente pour les discussions contemporaines sur la diversité et l'identité humaine. Si nos ancêtres pouvaient reconnaître les Néandertaliens avec leur apparence distinctive et leur histoire évolutive séparée comme des partenaires potentiels et des partenaires sociaux, peut-être pouvons-nous reconnaître plus facilement la communauté fondamentale qui sous-tend les variations relativement mineures entre les populations humaines modernes. Elle, quote, « Histoire des Néandertaliens » élargit également notre conception de ce que signifie être humain. Pendant des siècles, la philosophie et la religion occidentale ont positionné les humains comme catégoriquement distincts des autres animaux, uniques dans nos capacités cognitives, notre conscience morale, notre capacité à la culture et à l'innovation technologique. La découverte que les Néandertaliens partageaient plusieurs de ces traits supposément uniquement humains suggère une vision plus continue de l'intelligence et de la complexité à travers les espèces. Cette continuité s'étend dans les deux sens.
non seulement à d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens, mais potentiellement à des animaux non humains également. Si les Néandertaliens, avec des cerveaux organisés quelque peu différemment des nôtres, pouvaient développer des cultures complexes, des technologies sophistiquées et une expression possiblement symbolique, peut-être devrions-nous être plus ouverts à reconnaître des capacités similaires chez d'autres espèces intelligentes comme les cétacés, les éléphants ou les grands singes, chacun avec sa propre organisation neurologique unique adaptée à ses défis environnementaux spécifiques. La reconnaissance que l'intelligence et la complexité peuvent prendre différentes formes a des implications sur la façon dont nous pourrions aborder l'intelligence non humaine à l'avenir, que ce soit par l'intelligence artificielle ou un contact potentiel avec des êtres extraterrestres. Notre expérience avec les Néandertaliens suggère que nous devrions être prudents avant d'imposer nos schémas cognitifs spécifiques comme la seule forme valide d'intelligence et être ouverts à reconnaître et à valoriser différentes expressions de la pensée et du comportement complexe à mesure que nous continuons à découvrir de nouvelles preuves sur les Néandertaliens grâce à des découvertes archéologiques et des techniques d'analyse avancées. Notre compréhension de ces anciens parents s'enrichit et se nuance de plus en plus. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'un outil sophistiqué, d'une preuve de comportement symbolique ou d'informations provenant d'ADN ancien, ajoute une autre pièce au puzzle de qui ils étaient et de comment ils ont vécu. Les progrès technologiques récents ont considérablement accéléré ce processus. Des améliorations dans les techniques d'extraction et d'analyse de l'ADN ont permis aux chercheurs de récupérer du matériel génétique de spécimens de plus en plus anciens, y compris certains de plus de 100 000 ans. Ces avancées ont révélé non seulement le génome néandertalien, mais aussi des preuves d'autres espèces humaines éteintes, comme les Denisoviens, connus presque exclusivement par leur ADN, plutôt que par des restes physiques d'hôtes nouvelles. Techniques de datation ont fourni des chronologies plus précises pour les sites néandertaliens, permettant aux chercheurs de corréler les preuves archéologiques avec des événements climatiques spécifiques et des interactions potentielles avec les humains modernes. Des technologies d'imagerie avancées ont révélé des détails de l'anatomie néandertalienne qui n'étaient pas visibles avec les méthodes traditionnelles, de la structure de leurs oreilles internes au schéma de développement de leurs dents. Et de leurs os d'hôtes le plus excitant, c'est que les chercheurs commencent à extraire et à analyser des protéines et d'autres biomolécules de spécimens anciens, révélant potentiellement des aspects de la biologie néandertalienne qui ne sont pas enregistrés dans leur ADN. L'analyse du tartre dentaire, la plaque durcie sur les dents, a fourni des informations sur le régime alimentaire, la santé et les pratiques médicinales potentielles des Néandertaliens qui n'étaient pas accessibles par les méthodes archéologiques traditionnelles. C, avancées technologiques, promettent de continuer à élargir notre compréhension des Néandertaliens. Dans les années à venir, nous pourrons bientôt être en mesure de reconstruire des aspects de leurs expériences sensorielles, comment ils percevaient leur monde par la vue, l'odorat et l'ouïe. Nous pourrions obtenir des informations sur des aspects actuellement invisibles de leur biologie, de leurs microbiomes intestinaux, à leurs schémas hormonaux, astérisque, et nous pourrons peut-être suivre les changements de leur diversité génétique et de la structure de leur population au fil du temps, révélant comment ils ont réagi aux fluctuations climatiques et à d'autres défis tout au long de leur longue histoire. À mesure que nos connaissances sur les Néandertaliens augmentent, notre appréciation de qui ils étaient augmente également. Non pas des précurseurs primitifs des humains modernes, mais des êtres sophistiqués avec leurs propres adaptations et capacités uniques. Les caricatures grossières de brutes voûtées et grognons, qui ont autrefois dominé la culture populaire, ont cédé la place à une appréciation beaucoup plus respectueuse des Néandertaliens en tant qu'êtres complexes et intelligents, qui ont prospéré dans des environnements difficiles grâce à une combinaison d'adaptations biologiques et culturelles. Cette compréhension révisée fait progressivement son chemin dans la culture populaire également. Des représentations récentes de Néandertaliens dans des documentaires, des expositions de musées et même de la fiction se sont éloignées de l'image stéréotypée de l'homme des cavernes pour se tourner vers des portraits plus précis et respectueux qui soulignent leur humanité et leur sophistication. Ces représentations culturelles comptent. Elles façonnent la perception du public et influencent la façon dont nous pensons à la diversité et à l'évolution humaine. Les Néandertaliens sont également devenus centraux dans les discussions scientifiques et philosophiques en cours sur les origines humaines,
les frontières des espèces, et la nature de Intelligence. Leur histoire nous met au défi de reconsidérer des hypothèses profondément ancrées sur le progrès, la supériorité et ce que signifie être humain. Il nous rappelle que notre statut actuel de seule espèce humaine survivante est une situation récente et peut-être temporaire. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'évolution humaine, de multiples espèces humaines ont coexisté sur Terre. Cette perspective encourage une certaine humilité quant à notre place dans la nature. Les humains modernes ne sont pas l'aboutissement inévitable du progrès évolutif, mais simplement la dernière branche survivante d'un arbre généalogique humain autrefois plus diversifié. Notre domination mondiale n'est pas le résultat d'une supériorité inhérente, mais d'un processus historique complexe impliquant à la fois l'adaptation et le hasard. Et la nature sophistiquée des Néandertaliens nous rappelle que de nombreuses capacités que nous considérons comme uniquement humaines, de l'innovation technologique à l'expression symbolique, ont des racines évolutives profondes et peuvent être partagées entre plusieurs espèces. En même temps, l'histoire des Néandertaliens souligne la remarquable adaptabilité du genre Homo. Notre famille humaine plus large, les Néandertaliens et les humains modernes, ont tous deux développé des systèmes culturels et technologiques sophistiqués qui leur ont permis de prospérer dans des environnements difficiles. Des paysages glacials de l'Europe de l'âge de glace aux habitats variés de l'Afrique et au-delà. Cette adaptabilité, alimentée par la combinaison de l'évolution biologique et de l'innovation culturelle, a été la marque de notre lignée depuis des millions d'années. Le sort des Néandertaliens, leur disparition éventuelle en tant que population distincte après des centaines de milliers d'années d'adaptation réussie, sert à la fois de mise en garde et de rappel de la nature dynamique de l'évolution. Aucune espèce, aussi bien établie ou performante soit-elle, n'est garantie d'une existence permanente. Les environnements changeants, la compétition, les défis démographiques et le simple hasard peuvent tout conduire à l'extinction même pour des êtres hautement adaptés et intelligents. Pour notre propre espèce, qui fait maintenant face à un changement climatique accéléré, à une dégradation de l'environnement et à d'autres défis sans précédent, l'histoire des Néandertaliens offre à la fois un avertissement et une inspiration. Elle nous met en garde contre la fragilité potentielle même des espèces établies de longue date lorsque les circonstances changent rapidement. Mais elle nous rappelle aussi la remarquable adaptabilité de la lignée humaine et notre capacité à prospérer dans des environnements difficiles grâce à une combinaison d'innovations biologiques et culturelles. La question clé est de savoir si nous pouvons puiser dans cette adaptabilité consciemment et délibérément en utilisant notre compréhension du passé pour faire des choix judicieux concernant notre avenir. Pouvons-nous apprendre des Néandertaliens, à la fois de leur succès et de leur disparition finale, alors que nous naviguons dans les défis de l'Anthropocène, une leçon de l'histoire des Néandertaliens, et l'importance de la diversité, à la fois biologique et culturelle. Les preuves suggèrent que les Néandertaliens ont maintenu des populations relativement petites et isolées avec une diversité génétique limitée, ce qui les a potentiellement rendus plus vulnérables aux événements d'extinction. Les humains modernes, en revanche, semblent avoir maintenu des réseaux de populations plus grands et plus connectés, avec plus de brassage génétique entre les groupes, offrant une plus grande résilience face aux défis environnementaux. De eux-mêmes, la diversité des cultures et des systèmes de connaissances humains aujourd'hui représente une ressource cruciale pour relever des défis complexes. Différentes traditions culturelles offrent des perspectives, des bases de connaissances et des stratégies d'adaptation variées qui élargissent collectivement la capacité de notre espèce à répondre aux conditions changeantes. Tout comme le métissage entre les Néandertaliens et les humains modernes a pu améliorer l'adaptabilité de nos ancêtres en incorporant des variantes génétiques néandertaliennes bénéfiques, l'échange et l'intégration de connaissances culturelles diverses peuvent améliorer notre capacité collective à relever les défis contemporains. Une autre leçon réside dans la remarquable durabilité des Néandertaliens. Pendant des centaines de milliers d'années, ils ont maintenu des populations stables en équilibre avec leur environnement, n'atteignant jamais le genre de chiffres ou de consommation de ressources qui déclencherait un effondrement de l'écosystème. Leur technologie, bien que sophistiquée, était basée sur des matériaux et des processus renouvelables qui ont laissé un impact permanent minimal sur le paysage.
Cela contraste fortement avec notre situation actuelle, où une croissance démographique exponentielle et une consommation de ressources poussent les systèmes planétaires vers des points de rupture potentiels. Les Néandertaliens nous rappellent qu'il est possible de développer des cultures et des technologies sophistiquées sans le type de dévastation environnementale qui caractérise l'ère industrielle et post-dash industrielle. Leur exemple, nous met au défi de réimaginer le progrès d'une manière qui donne la priorité à la durabilité et à l'équilibre avec les systèmes naturels. La leçon peut-être la plus profonde de l'histoire des Néandertaliens est le rappel que nous faisons partie d'un récit humain beaucoup plus vaste et plus complexe que nous ne le reconnaissons souvent. La domination mondiale actuelle de notre espèce ne représente que le dernier chapitre d'une longue histoire d'évolution et d'adaptation humaine, qui s'étend sur des millions d'années et inclut de multiples espèces avec des capacités et des modes de vie différents. Les Néandertaliens, avec leur corps puissant, leurs esprits sophistiqués et leurs adaptations culturelles complexes, représentent à la fois un miroir et une fenêtre. Un miroir reflétant des aspects de nous-mêmes que nous partageons avec ces anciens parents, et une fenêtre sur des possibilités alternatives d'être humains. Leur histoire ne concerne pas seulement qui ils étaient, mais qui nous sommes, et qui nous aurions pu être dans des circonstances différentes. Alors que nous avançons vers un avenir incertain, les Néandertaliens nous rappellent à la fois la remarquable adaptabilité de la lignée humaine et la fragilité potentielle même des espèces établies de longue date. Ils nous mettent au défi de reconsidérer ce que signifie être humain et de reconnaître la valeur de la diversité, à la fois biologique et culturelle, pour améliorer notre résilience collective. Leur héritage perdure non seulement dans l'ADN que beaucoup d'entre nous portent, mais aussi dans notre conception élargie de l'humanité et de notre place dans la nature. Ils n'étaient pas simplement des monstres de la nature, dotés d'une force physique extraordinaire. Ils étaient des êtres sophistiqués et intelligents qui représentent une expression alternative de l'humanité. Leur histoire enrichit notre compréhension de ce que signifie être humain et élargit notre vision de ce qui pourrait être possible. Pour notre espèce Avenir. La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, souvenez-vous que pour de nombreuses personnes, une petite mais significative partie de ce que vous voyez reflète l'héritage génétique de ces humains, anciens remarquables. Les Néandertaliens ne sont pas seulement un chapitre fascinant de notre passé évolutif. Ils font partie de qui nous sommes au jour, leur gènes et leur histoire, tissés dans le tissu de notre biologie et de notre compréhension de nous-mêmes. Et alors que nous faisons face aux défis complexes du XXIe siècle, des changements climatiques aux pandémies, de la perturbation technologique à la transformation sociale, les Néandertaliens offrent une perspective précieuse qui combine prudence et espoir. Ils nous mettent en garde contre la fragilité potentielle, même des espèces performantes, lorsque les circonstances changent rapidement. Mais ils nous rappellent aussi la remarquable adaptabilité de la lignée humaine et notre capacité à prospérer dans des environnements difficiles, grâce à une combinaison d'innovations biologiques et culturelles. Leur histoire continue de se dérouler à mesure que de nouvelles découvertes révèlent plus sur qui ils étaient et comment ils ont vécu. Chaque découverte ajoute une autre pièce au puzzle de notre passé humain commun et élargit notre compréhension de ce que signifie être humain. Les Néandertaliens, autrefois rejetés comme des brutes primitives, ont émergé comme des êtres sophistiqués et complexes, dont l'héritage enrichit notre appréciation de la diversité et des possibilités humaines. Ils étaient vraiment des monstres de la nature, non pas dans le sens dépréciatif que ce terme est parfois utilisé, mais dans le sens d'êtres extraordinaires, remarquables, dont les adaptations physiques et cognitives leur ont permis de prospérer dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. Leur histoire mérite d'être racontée non pas comme une note de bas de page dans l'évolution humaine, mais comme un chapitre remarquable à part entière. Le conte d'un autre type d'humain qui a parcouru la Terre aux côtés de nos ancêtres, et dont l'héritage perdure dans nos gènes et dans notre appréciation croissante de la diversité de l'expérience humaine. Ainsi, notre voyage à travers le monde perdu des Néandertaliens touche à sa fin. Nous avons marché sur leurs terres gelées, nous sommes abrités dans leurs grottes enfumées, et nous avons essayé de déchiffrer les secrets laissés dans leurs os et leurs pierres.
Nous avons découvert une espèce humaine qui n'était ni une caricature primitive, ni une simple note de bas de page dans notre propre histoire. Ils étaient un peuple à part entière, une réponse alternative et remarquablement réussie à la question de savoir ce que signifie être humain. Pendant plus de 300 000 ans, une durée qui fait paraître toute notre histoire enregistrée comme un bref instant, ils ont régné sur un continent. Ils ont résisté à des âges de glace qui auraient anéanti des espèces moins adaptables. Ils ont développé une force physique qui nous semble aujourd'hui presque mythique, non pas par accident, mais comme une adaptation parfaite à un monde de proies géantes et de défis constants. Leur corps n'était pas une version brute du nôtre. C'était une machine de survie finement réglée. Mais leur véritable grandeur ne résidait pas seulement dans leurs muscles. Elle se trouvait dans leur esprit. Un esprit capable de transformer la pierre brute en outil d'une précision chirurgicale. Un esprit capable de maîtriser le feu, non seulement pour se réchauffer, mais pour pratiquer une chimie primitive, créant des adhésifs complexes bien avant que la science n'ait un nom. Un esprit capable de planifier, de coopérer et de mener des chasses complexes qui exigea une connaissance profonde de leur monde. Ils ont créé une culture où les blessés et les personnes âgées n'étaient pas abandonnés, mais soignés. Une preuve de compassion et de liens sociaux qui remet en question nos propres notions de civilisation. Une culture qui a peut-être trouvé une voix dans le langage, une mélodie dans des flûtes taillées dans l'os, et un sens dans des symboles gravés au plus profond de l'obscurité des grottes. Ils ont aimé, pleuré et enterré leurs morts, regardant peut-être les étoiles, en se posant les mêmes questions sur la vie et la mort qui nous hantent encore. Leur histoire est aussi une tragédie de la contingence. Ils n'ont pas disparu parce qu'ils étaient inférieurs, mais parce qu'un ensemble complexe de facteurs, un climat instable, l'arrivée d'une nouvelle espèce humaine compétitive et peut-être plus fertile, et la malchance pure et simple, a conspiré contre eux. Leur spécialisation, qui avait été leur plus grande force pendant des millénaires, est peut-être devenue leur talon d'Achille dans un monde qui changeait trop vite. Pourtant, même dans leur disparition, ils ne se sont pas complètement évanouis. Ils ont laissé une partie d'eux-mêmes en nous, un héritage génétique qui influence encore notre biologie aujourd'hui. Chaque fois que notre corps combat une maladie ou s'adapte au froid, nous portons peut-être en nous l'écho de leur incroyable résilience. Ils sont le fantôme dans notre génome, un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre propre histoire. L'histoire des Néandertaliens est un miroir puissant. Elle nous oblige à regarder notre propre espèce avec plus d'humilité. Nous ne sommes pas l'aboutissement inévitable de l'évolution, mais simplement les derniers survivants d'un monde qui était autrefois peuplé de nombreuses formes d'humanité. Leur existence nous rappelle que la diversité est la norme de l'évolution, et que notre solitude actuelle, en tant qu'unique espèce humaine sur la planète, est une anomalie, pas une règle. Finalement, le conte des Néandertaliens est une histoire profondément humaine, une histoire de lutte, d'innovation, de communauté et de survie contre des obstacles écrasants. En les étudiant, nous n'apprenons pas seulement sur un parent éteint, nous en apprenons sur nous-mêmes, sur la fragilité de l'existence, sur la puissance de l'adaptation, et sur les liens invisibles qui nous unissent à un passé beaucoup plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Le roi de l'âge de glace est peut-être mort, mais son royaume hante encore nos grottes les plus profondes, et son sang coule encore, silencieusement, dans nos propres veines. Et ainsi, notre long voyage à travers les âges s'achève pour ce soir. Nous avons commencé dans un monde peuplé de géants et d'espèces humaines multiples, un monde où survivre à la nuit était déjà une victoire. Nous avons vu nos ancêtres, les plus faibles de tous, utiliser non pas leurs muscles, mais leur esprit, pour innover, coopérer et finalement hériter de la terre.
Nous avons marché dans les rues impeccablement planifiées de Mohenjo-Daro, nous émerveillant d'un système d'égouts que de nombreuses villes modernes enviraient. Nous avons assisté aux rituels grandioses de Babylone, sous l'ombre des ziggourats qui tentaient de toucher les cieux. Chaque civilisation, une expérience, une nouvelle façon de répondre aux éternelles questions de la vie en communauté, de la foi et du pouvoir. Nous avons exploré les festins complexes de la Chine impériale, où chaque plat était une philosophie, un équilibre délicat de saveurs conçu pour harmoniser le corps et l'âme. Puis nous avons voyagé au Japon féodal, où la retenue est devenue une forme d'art, et où un simple bol de thé pouvait contenir tout l'univers. Des mondes où la nourriture n'était pas seulement une subsistance, mais l'expression même d'une culture. Nous avons ri des absurdités de l'hygiène médiévale, où l'on craignait plus un bain chaud que la peste elle-même, et où une tourte de rue était un délicieux pari sur votre système digestif. Nous avons tremblé en enfilant le costume sinistre du médecin de la peste, cette figure solitaire, marchant à travers un monde dévasté, armé seulement de courage et de théories complètement fausses. Nous avons chevauché aux côtés des guerriers gaulois, féroces et indisciplinés, dont l'esprit de résistance continue de nous inspirer, même si leur potion magique était probablement juste du courage liquide. Et nous avons suivi les intrigues complexes de Game of Thrones, un monde de fiction si brutalement réel qu'il nous a rappelé que les jeux de pouvoir, la trahison et la lutte pour la survie sont des thèmes aussi vieux que l'humanité elle-même. Travers toutes ces histoires, un fil conducteur se dessine, celui de la résilience humaine, notre capacité à affronter des défis impossibles, que ce soit un âge de glace, un empire en déclin, une pandémie mortelle ou un dragon en colère, et à trouver non seulement un moyen de survivre, mais de créer, d'aimer, de raconter des histoires et de laisser une trace de notre passage. Nous sommes les héritiers de tous ces mondes. Nous portons en nous l'ADN des Néandertaliens, la sagesse des philosophes grecs, l'ingéniosité des bâtisseurs de pyramides et la ténacité des paysans médiévaux. Chaque histoire que nous avons explorée est une facette de notre propre histoire collective, un chapitre du grand livre de l'humanité ce soir. En vous préparant à dormir dans le confort de notre monde moderne, avec ses thermostats, ses antibiotiques et ses livraisons de nourriture à domicile, prenez un moment pour vous souvenir de ces mondes passés. Souvenez-vous des chasseurs blottis autour d'un feu précaire, des scribes gravant des histoires sur de l'argile, des reines et des rois jouant pour des trônes aujourd'hui réduits en poussière. Leur lutte, leur créativité et leur persévérance sont la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Leur histoire est notre fondation. Alors que l'obscurité s'installe, que le silence de la nuit remplace le bruit du jour, laissez ces histoires infuser votre esprit. Laissez-les vous rappeler la profondeur incroyable du temps et la ténacité incroyable de la vie. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère qu'il a éclairé votre esprit et nourri votre curiosité. Que votre sommeil soit paisible, que vos rêves soient remplis de merveilles anciennes et que vous vous réveilliez demain avec une nouvelle appréciation pour le long et étrange voyage qui nous a tous menés jusqu'à ce jour. Bonne nuit à tous, où que vous soyez dans le monde, et à la prochaine fois pour une autre histoire.